Bonjour, je suis Laurent Chenet, associé de MGT Finance. Je dirige donc un cabinet de conseil en M&A et on accompagne sur toutes les stratégies de financement et leur mise en œuvre, levée de fonds, capital, dette et financement public pour les entreprises technologiques et industrielles. Et au sein du pôle, je suis membre du COMEX, du pôle Finance Innovation, et je préside le comité de labellisation de la filière gestion finance d'entreprise. Bonjour à tous, moi je suis Anne Largirin, avocate fondatrice du cabinet Elco Légal. Et le cabinet Elco Légal est donc un cabinet d'avocats en droit des affaires et en fiscalité. On accompagne les entrepreneurs sur la structuration de leurs projets. Donc c'est vraiment la structuration réglementaire et contractuelle de leurs projets. Et ensuite, notre cœur de métier, c'est le financement de ces entreprises. Donc on est tous spécialisés en finance au sein du cabinet. Et on va accompagner l'entrepreneur sur sa stratégie de financement. Alors, parmi les intervenants clés dès le démarrage de l'entreprise, il n'y a pas de stratégie d'entreprise sans stratégie de financement, donc la question du financement se pose dès le départ. Il faut un bon expert comptable et un bon avocat. C'est les deux conseils de base. Un bon expert comptable parce qu'il faut une comptabilité carrée pour connaître ses coûts, ses marges, piloter sa trésorerie. Puis très rapidement, dans certaines opérations juridiques, vous pouvez avoir besoin de situations intermédiaires et donc vous devez être en mesure d'avoir une comptabilité carrée assez vite. Et autre point, il n'y a pas de bonne gestion et de bonne finance sans une comptabilité propre, tenue à jour. Donc l'expert comptable, c'est fondamental. Pas forcément des grandes signatures très chères, mais pas non plus les solutions où on externalise la comptabilité, les aspects réglementaires pour 3 fois rien. Il faut savoir investir effectivement sur le produit et le service, mais également sur les fonctions support. À un stade où on pose des fondations, on veut construire un projet ambitieux, il faut que les fonctions support, dont la partie chiffres et lettres, soient bien posées. Et l'avocat, c'est pareil, les premiers contrats comptent tout autant, si ce n'est plus, notamment en propriété intellectuelle, contrats commerciaux, et les tours en capital avec le DBA sont fondamentaux. Chaque tour engage le suivant, donc là encore, si l'avocat de départ ne connaît pas les startups et il n'est pas au bon niveau, ça posera un problème dans la suite du développement de l'entreprise. Oui, je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Quand on parle d'interlocuteurs, il faut bien distinguer les financeurs et les vrais interlocuteurs, donc les personnes qui vont accompagner sur les phases de financement. C'est important vraiment de distinguer les deux. Sur les financeurs, mais je pense qu'on va y revenir après, en fonction du degré de maturité, de ses besoins, de ses ambitions, de son développement futur, on va avoir différents interlocuteurs / financeurs. Il va falloir se tourner vers ces personnes au bon moment. Là, maintenant, on parle plutôt des interlocuteurs et comme tu viens de le dire, Laurent, c'est très très important de bien s'entourer dès le démarrage. Voilà, moi, évidemment, je suis avocate, donc je vais vous dire, tournez-vous correctement vers le bon interlocuteur, le bon avocat. Mais c'est nécessaire parce que c'est important en tant que fondateur, parce que là, on vous pose les jalons en tant que fondateur et développement de votre société. En tant que fondateur, il est essentiel pour vous de bien connaître votre rôle. Est-ce qu'il va être actif? Est-ce qu'il va être passif? Est-ce que vous allez avoir un vrai rôle opérationnel? Comment est-ce que vous allez contractualiser dans la société, avec la société? Quelles sont vos ambitions et le développement que vous souhaitez pour cette société? Et tout ça, ça se fait très en amont en fait. C'est très important d'avoir une bonne structuration. Donc le rôle opérationnel du fondateur, la manière dont la société elle est structurée dès le démarrage, tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser dès les premiers temps de la société. C'est pour ça que c'est important de se tourner rapidement vers un bon interlocuteur, un bon avocat ou expert comptable. Et les deux, c'est mieux. De toute façon, il faut un expert comptable au tout démarrage. Les lettres et les chiffres se marient bien et se répondent surtout bien. Et puis l'expert comptable, il est là au quotidien. C'est ça aussi qu'il faut dire à l'entrepreneur. Demain, vous n'allez pas appeler votre avocat forcément tous les jours. En revanche, votre expert comptable, c'est possible, surtout au démarrage de votre activité. Par contre, j'aimerais revenir sur la notion de fonction de support. Parce que nous, en tant qu'avocat ou expert comptable, ou même toi, dans ton accompagnement, on est là pour supporter, mais je dirais plutôt assister. Surtout au démarrage, on est vraiment un relais quotidien quand même auprès de l'entrepreneur. On va l'accompagner au tout démarrage et on va l'aider à développer et à structurer. Donc oui, fonction support, mais le principal, moi je trouve, c'est d'avoir le bon fit et le bon match avec son expert comptable et son avocat. Et c'est très très important parce qu'il faut que ces personnes-là comprennent vos ambitions, comprennent ce que vous souhaitez, comprennent votre activité, c'est nécessaire. Un avocat ou un expert comptable qui ne comprend rien à votre activité,
faut partir. Mmh. Voilà, ça c'est vraiment nécessaire. Mais avis partagé, quand je parlais de fonction support, il faut construire la fonction comptable. On est assisté par des prestataires externes qui viennent aussi pour assister. On a besoin également parfois d'un CFO, ça j'encourage. C'est pas toujours l'expert comptable qui va faire construire la fonction finance. Il y a deux métiers dans la fonction finance. Il y a tout ce qui est comptabilité, contrôle de gestion, ce qui est réglementaire. C'est la première chose qu'on va structurer en interne, qu'on a d'abord externalisé totalement chez expert comptable et progressivement on internalise. Ensuite, tout ce qui va être lié au flux de cash, la trésor, le financement, en général, c'est les fondateurs qui n'ont pas toujours la compétence financière. Et donc là, un CFO part-time, il est essentiel pour construire les besoins de financement au travers des BP, anticiper les besoins. Et ça, c'est rarement fait par l'expert comptable et ce sera fondamental pour aller chercher les premières sources de financement. On peut se faire aider par des conseils financiers en levée de fonds ou en financement public. En levée de fonds, quand les sociétés sont jeunes, c'est un intérêt très limité de prendre un leveur de fonds. La société, elle repose sur ses fondateurs. C'est à eux, c'est leur job. Donc, c'est eux qui doivent aller voir les family office, les business angels, les premiers fonds d'investissement. En revanche, le conseil financier en financement public peut avoir du sens sur les crédits impôt recherche quand les montants sont importants pour les sécuriser, ce qui est un enjeu fiscal. Et c'est important également pour les appels à projets. C'est là où les sources de financement sont les plus importantes aujourd'hui. C'est là où vous avez le plus de part de subventions. Les appels à projets, c'est un autre terme pour dire concours. Donc il faut savoir s'y préparer sur le fond, la forme. Et là, le conseil peut être utile. Alors ça, c'est une très bonne question et c'est vraiment de la stratégie pour l'entrepreneur aussi. Donc, pour savoir comment est-ce qu'on va répartir entre le non dilutif, je n'ouvre pas mon capital, et le dilutif où j'ouvre mon capital à de nouveaux associés, donc des investisseurs qui vont investir dans la société, on va se poser la question du besoin en financement. Donc peut-être Laurent, après je te laisserai rebondir sur la notion vraiment de besoin en financement et comment est-ce qu'on calcule ce besoin en financement. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est très important d'avoir cette bonne stratégie et de se poser en amont la question de qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer en non dilutif parce qu'on est au démarrage d'une activité. Donc l'idée, c'est d'éviter un effet de dilution trop important. Effectivement, quand vous faites rentrer des gens au capital de votre société, vous aviez peut-être 100%, 75%, 50%. Vous faites rentrer des gens au capital de la société, je vais avoir juridiquement une augmentation de capital, une augmentation des actions et du coup, mathématiquement, votre pourcentage va baisser dans la société. Et c'est important de contrôler cette baisse du pourcentage au fur et à mesure dans sa stratégie. C'est très important d'avoir ça en tête. Donc plus vous avez de financement non dilutif, moins vous ouvrez le capital. Et aussi, quelque chose de très important, le financement non dilutif, vous devez avoir ça en tête, c'est qu'en général, vous allez devoir le rembourser. Pas tous, mais souvent. Et le financement dilutif, c'est un investissement. C'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi important de bien négocier avec ses investisseurs, parce que les investisseurs prennent un risque à 100%, ils investissent dans la société. Peut-être tu veux rebondir sur les besoins en financement ? Alors oui, mais pour compléter ce qui est dit, alors le besoin global de financement, ce que vous allez chercher à financer, c'est le point bas de trésorerie à 18-24 mois. Et ensuite, vous allez chercher effectivement à optimiser, j'aime pas trop le terme, mais c'est un peu ça, le financement non dilutif, parce qu'il est moins cher. Mais c'est quand même une dette à payer, donc il faut quand même regarder la capacité à payer. Et on parle souvent de l'effet de levier du 1 pour 1, c'est-à-dire je lève 1 en capital et j'ai 1 de dette ou d'aide. Ça n'a rien de mécanique. Donc combien de BP je vois passer ou de DEC dans du mentorat ou du coaching où je vais lever 100 en capital, je vais avoir 100 en dette, ça ne va pas exister. Enfin, ça peut exister, mais ça n'a rien de mécanique. D'accord ? Donc la première chose à faire quand vous avez défini un besoin global de financement, c'est-à-dire votre plan de bas de trésorerie, en étant dans le besoin global, très prudent sur le fait que les startups, c'est toujours plus long et plus cher que prévu. Dit autrement, le chiffre d'affaires peut mettre plus de temps que prévu à venir. En général, les charges, on n'est pas déçu, elles sont au rendez-vous. Donc de bien anticiper le vrai bon besoin global pour éviter d'être obligé de bridger au pire moment. Une fois que vous avez ce besoin global, c'est d'identifier toutes les ressources non dilutives mobilisables. Il y a très peu de banques, il y a principalement du public. Comme le disait très justement Anne-Laure, c'est des dettes, les avances remboursables, les prêts, c'est de la dette à rembourser. Sauf dans les appels à projets, il y a une quote-part de subvention de France 2030 ou des projets européens. Là, on a des parts de subvention très significatives, mais ce n'est pas accessible pour tout le monde.
Et une fois qu'on a défini la part de non dilutif, on en déduit la part de dilutif. Ouais. Puis en fonction du projet, on va chercher auprès des investisseurs adéquats. Peut-être petite notion à rappeler et qui est vraiment fondamentale. Alors effectivement, c'est pas aussi simple, c'est pas mathématique comme tu le disais, c'est pas. Mais pour l'obtention de pas mal de financements et notamment auprès de la BPI, il faut avoir en tête que la BPI va demander un certain montant de fonds propres. Oui, voilà. Donc le fonds propre, c'est les montants que j'ai investis dans la société. Donc j'ai mis de l'argent moi en tant qu'actionnaire dans la société, ou j'ai fait rentrer des gens qui ont mis de l'argent dans la société. Et pour obtenir du non dilutif, il va falloir avoir ce montant de fonds propres. Et donc, non, c'est pas mathématique, et en même temps, un petit peu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire quelles sont les aides que je pourrais avoir. Est-ce que demain, je vais voir ma banque, même ma banque va me demander un certain montant de fonds propres, parce que du coup, je vais devoir allier dans cette fameuse stratégie de financement, le financement non dilutif et dilutif, parce que parfois, je vais devoir recourir au dilutif pour obtenir du non dilutif. Donc, pas mathématique, pas mécanique, et en même temps, c'est parfois juste des conditions juridiques pour l'obtention de financement. C'est des conditions juridiques qui sont majeures. Là, c'est le droit européen qui s'applique. C'est-à-dire que BPI, il faut respecter un double critère, celui de l'entreprise en difficulté au sens européen du terme. Là, il y a plein de tableaux, vous les retrouvez sur le site de BPI, vous les retrouvez partout sur Internet. Un calcul à faire, où là, il faut juste être positif à 0+. Et un deuxième critère, c'est que BPI vous aide à hauteur des fonds propres. Donc, je suis d'accord, les fonds propres, c'est les montants investis, mais souvent, moins les reports à nouveau négatifs, c'est les pertes cumulées. Et donc, on lève 1 million, mais on avait des fonds propres négatifs. S'il y en avait 200 000 négatifs, on n'a plus que 800 000 comme capacité déjà de levier. Ce qui explique déjà qu'on n'a pas mécaniquement le 1 pour 1. Ça va dépendre du degré de maturité de la société. Exactement. Et voilà, c'est très important pour vous de bien connaître cette répartition, de bien l'anticiper et de se dire aussi qu'est-ce que c'est que des fonds propres, qu'est-ce que c'est que de la trésorerie. Un entrepreneur qui vient me voir en me disant j'ai suffisamment pour aller chercher du non dilutif parce que j'ai tant sur mon compte bancaire, il va falloir reprendre certaines notions. C'est très important. Et ce qui est important, c'est que c'est vraiment du bon sens que pour retrouver cet équilibre entre financement dilutif, non dilutif. Très arithmétique, on a dit. Pas tout à fait. Un peu. Ça, c'est une vraie bonne question. C'est une vraie bonne question parce que la valorisation, les entrepreneurs ont peur de ce terme, ne savent pas du tout comment le prendre et pourtant, c'est un enjeu extrêmement stratégique au-delà d'un enjeu purement financier. La valorisation d'une société, surtout quand on est au démarrage, c'est concrètement quelle est vraiment la valeur de ma société à un moment T, mais pas uniquement, en fonction aussi des projections futures. Et c'est très très important et je pense Laurent que toi, tu dois utiliser plein de méthodes de valorisation. Donc évidemment, on ne va pas rentrer dans les méthodologies de valorisation parce que c'est même pas intéressant au niveau de la question, parce que la question, c'est vraiment autour de la stratégie. Mais ce qui est important de se dire, c'est que comment on peut valoriser une société au tout démarrage ou entre le seed et la série A. Même s'il existe des méthodologies, et évidemment, tu es dans les chiffres, donc tu vas me dire que oui, mais honnêtement, c'est très complexe. Et à la fin, ça se réduit à quel va être le pourcentage de détention capitalistique à la fin que je vais octroyer à mon financeur. Malheureusement, à la fin, c'est de la négociation. Moi, je suis d'accord sur un point, c'est la valorisation, c'est un sujet important, c'est jamais deal breaker. J'ai jamais vu un deal échouer quand on était sur la valorisation. Voilà, on ne s'est pas bien compris. En fait, la valorisation, la difficulté, c'est quand on parle de valorisation, si on prend sur du contenu académique, on s'appuie sur des agrégats financiers, chiffre d'affaires, profitabilité, EBITDA, ce qu'on veut, qui n'existent pas dans les startups, ou très peu. En fait, on est plus sur des valos de convenance. Et là, pour le coup, c'est pas les chiffres qui vont compter le plus, c'est les lettres. Là, c'est le choix des instruments financiers, du type d'action qu'on va utiliser dans le pack d'actionnaires. C'est pour ça que dans un premier tour de financement, l'avocat est beaucoup plus important que le conseil en levée là-dessus, parce que dans le pack, c'est le choix des outils, la façon dont ça va être rédigé qui va être très important. Alors, il y a quand même des valorisations. Alors, il y a plein de méthodes de valorisation, on peut toujours faire des projections, sachant que c'est quand même très exploratoire. C'est pour ça qu'on parle entre guillemets de valo de convenance. Le principe de la valorisation, c'est que le fonds va quand même estimer à combien il peut aussi vendre la société
la société peut être vendue demain et déterminer à combien il va rentrer aujourd'hui, et donc déterminer son pourcentage. Il y a aussi effectivement ce que tu disais, qui est de se dire sur des premiers tours, tu vas lâcher entre 15 et 25 points, Ouais. sur un deuxième tour, etc. Et là encore, le pacte est important parce que dans le temps, on va corriger aussi la valeur à mesure qu'on a des certitudes et que l'on a des agrégats financiers qui permettent des chiffres, permettent de la rétablir. Non, c'est important de rebondir là-dessus parce que cette valorisation de convenance, terme qu'on utilise quand même assez rarement avec, entre experts et notamment avec les financeurs, parce qu'il y a un moment donné, même si on n'arrive pas à valoriser la société, il va falloir prouver, il va falloir arriver à matérialiser le prévisionnel et apporter des preuves de la réalisation future de ce prévisionnel. Donc au bout d'un moment, on est obligé de rentrer dans les aspects financiers quand même. En revanche, c'est très difficile quand on n'a pas de métriques, quand on n'a pas de clients, de chiffre d'affaires, c'est très très difficile. Donc c'est de se poser la question, est-ce que j'ai besoin de valoriser ma société tout de suite ? Ça c'est un enjeu essentiel. Il existe aujourd'hui des outils juridiques, donc vous avez sûrement tous déjà entendu parler peut-être du BSAR, un outil qui permet de faire rentrer de l'argent directement dans les fonds propres, notion très importante qu'on a évoquée tout à l'heure, dans les fonds propres de la société et qui va permettre de valoriser cependant cette société sur un tour ultérieur. Donc au moment où on aura la capacité réelle de valoriser la société, on aura des métriques, un chiffre d'affaires, etc. Donc ça déjà, il faut se poser cette question. Est-ce que je veux valoriser ma société tout de suite ? Est-ce que j'utilise le bon outil juridique ? Et deuxièmement, si je dois valoriser ma société, parce que, notamment, pour obtenir du financement non dilutif, je dois augmenter mes fonds propres, je n'ai pas forcément la capacité de partir sur un BSAR, je dois procéder à une augmentation de capital, comment je vais la valoriser ? La valorisation sur du CIL et de la série A, ce n'est pas un instant T, ce n'est pas vrai ça. C'est sur des projections futures. Donc comment je vais prouver ces projections futures ? Et c'est là que les interlocuteurs autour de vous peuvent vous aider et c'est là que l'enjeu stratégique, il rentre vraiment en ligne de compte. Et autre point qu'il faut aussi aborder, c'est pourquoi est-ce que la valorisation, elle est stratégique ? Elle n'est pas stratégique tout de suite, elle n'est pas stratégique demain, elle est stratégique tout au long de la vie de la société. Parce qu'en fonction du projet, en fonction des ambitions, je vais avoir, moi, entrepreneur, besoin de potentiellement lever plusieurs fois. Donc là, je vais devoir ouvrir mon capital plusieurs fois. Si j'ouvre mon capital plusieurs fois, comment je conserve mon rôle de fondateur ? Comment je conserve ma détention capitalistique ? Comment je conserve vraiment mon rôle dans le temps ? Ça, c'est fondamental. Et c'est en ça que la valorisation est réel enjeu stratégique. Ouais, sachant que la valorisation se pilote aussi dans le temps. C'est-à-dire que le fondateur va se diluer, mais il y a des outils qui permettent aussi de le relever, ainsi que les hommes clés, enfin, le management. Alors, on va en discuter peut-être aussi, effectivement. Aussi, hein, donc effectivement. L'idée, c'est de trouver toujours un équilibre. Dit remettre au pot. Hein. La valorisation de toutes ces opérations, c'est de garder un équilibre dans la table de capitalisation, ce que les investisseurs appellent l'equity story, et de garder un équilibre entre l'engagement des fondateurs et la contrepartie attendue par les investisseurs de leur investissement financier, et souvent plus que financier d'ailleurs dans les premiers tours. Dernier point, je rappelle que le vrai enjeu de la valorisation, c'est la part du gâteau futur, et c'est aussi la gouvernance. Il n'y a pas besoin d'être majoritaire non plus pour diriger la société. Et d'ailleurs, les fonds, en général, sauf certaines décisions stratégiques ou pour organiser leur liquidité, laissent en général les fondateurs et le management opérer, exécuter. C'est très important de se poser les bonnes questions après son premier tour de financement. Il y a plusieurs points, alors il y en a beaucoup et on pourrait en parler des heures, donc je vais essayer de structurer mon propos et d'aborder les points vraiment essentiels. Le premier point, c'est la structuration du capital. J'ai fait un premier tour de financement, logiquement, j'ai fait entrer des business angels et la question, c'est quel est l'état de ma table de capitalisation ? Voilà. Donc, vous allez entendre plein de termes. Il faut que ma table de capi soit clean, plein de termes un petit peu comme ça. L'idée, c'est de se dire qui est au capital de ma société, qui sont mes associés et comment sont-ils structurés. Si demain, j'ai fait rentrer beaucoup de business angels parce que j'avais des petits besoins en financement et j'avais plein de personnes autour de moi qui étaient prêtes à mettre des petits tickets,
il est nécessaire de les structurer en société holding. Nécessaire parce que demain, un fonds d'investissement, quand vous allez aller le voir, il va se dire mais quel est l'état de cette table de capitalisation? Moi, demain, si je dois prendre une décision et réunir l'ensemble des associés, ça va être un enfer. Donc, c'est très important de bien être structuré dans sa société. Non, je pense que ça, c'est un point qui est extrêmement important, ce qu'on appelle l'equity story. Pour reprendre ce que tu disais pour les côtés fonds d'investissement, c'est la géographie du capital. Si elle est très éparpillée, quand on a le sentiment qu'il y a une armée mexicaine, c'est un problème. C'est aussi un problème d'abord parce que certaines décisions juridiques demanderont l'unanimité. Et donc là, plus on est nombreux, plus on prend des risques d'avoir quelqu'un qui ne veuille pas signer. Ça, c'est assez fréquent. Et puis surtout, ce qui est important, c'est d'avoir autour de la table des gens engagés, concernés par le projet. On n'est pas dans les sociétés publiques, on est dans le non-coté. Donc ceux qui ont aidé un premier tour, éventuellement, il faut les sortir, les désintéresser. Et en tout cas, quand ils sont en grand nombre, je suis d'accord, les mettre dans des holdings, c'est nécessaire. C'est nécessaire. L'autre point important, dans les tout premiers tours, parce qu'on parle de Serie A, il faut que les fondateurs soient majoritaires, ou pas loin, pas très engagés. Et ça, sinon il n'y aura pas d'investisseurs, pour une raison assez simple, c'est que c'est tellement risqué d'investir en venture qu'on veut s'assurer quand même du commitment, de l'engagement des fondateurs. Donc il faut qu'ils aient une grosse part du gâteau demain. Du coup, je rebondis sur ce sujet parce que c'est très important, le rôle du fondateur. Le deuxième point vraiment très important en termes d'accélération, c'est de se dire, moi en tant que fondateur, quel est mon rôle opérationnel dans la société? Comment je veux conserver ou pas ce rôle opérationnel? Et comment je veux structurer la gestion maintenant. Là, on parlait tout à l'heure de la gestion, de la structure du capital. Maintenant, comment est-ce que je veux structurer la gestion, la prise de décision stratégique au sein de la société? Et ça, c'est vraiment très important de se poser la question en amont d'un futur tour de financement. Mais ça fait partie de ce que tu appelles vraiment du rôle du fondateur. Donc ça, c'est vraiment important. Peut-être un autre point aussi, et on n'en parle pas assez, je trouve, c'est qu'est-ce que vous souhaitez en tant qu'entrepreneur? Vous avez besoin de financement, donc là plutôt on est en train de parler du financement plutôt dilutif, donc j'ouvre le capital de ma société à de futurs associés. Qu'est-ce que je souhaite de ces futurs associés? Vous attendez tous un aspect purement financier, mais pas que aujourd'hui, pas que, et surtout au démarrage d'une société, vous avez besoin d'investisseurs qui comprennent votre activité, qui soient potentiellement peut-être même engagés dans votre activité et qui soient prêts à suivre la prise de décision stratégique au long de la société. Je parle toujours de la stratégie d'investissement, des critères et de la thèse d'investissement des fonds d'investissement. Moi, j'ai envie de vous parler des critères et de la thèse d'investissement des entrepreneurs. Vous avez vos besoins, vous avez vos ambitions, vous avez créé ce projet pour une bonne raison. Il faut que vous soyez en capacité d'établir ces critères de financement, d'établir ces critères d'investissement et d'aller voir vos interlocuteurs en leur disant « Moi, j'ai besoin de temps dans ces conditions-là ». Ça, pour moi, c'est essentiel. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je nuance. Non, je vais nuancer quand même. Alors, je nuance parce qu'en fait, un investisseur lui-même commence par lever des fonds pour lui-même. Je fais exception à part des fonds entrepreneurs. Et donc, ceux qui vont souscrire dans le fonds, les LPs vont souvent donner un mandat. Enfin, pas souvent, ils donnent un mandat. Donc, ils vont pour investir dans telle typologie d'entreprise, stade de développement, ticket, etc. Donc, si ça ne rentre pas dans la thèse d'investissement, dans le scope de ce mandat, le projet qui est présenté au fond, il ne sera pas investi, quelle que soit la qualité du projet, la promesse de multiples ou de TRI associés. Au-delà de, je dirais, ce qui peut paraître assez évident, mais jamais oublier qu'un fonds, il a un mandat. Donc il y a quand même une thèse d'investissement, c'est important. Après, il ne faut jamais oublier que c'est très équilibré. Quand on va avoir un investisseur, l'investisseur, il cherche des entrepreneurs qui vont permettre de délivrer le multiple ou le TRI attendu. Inversement, l'entrepreneur, il a besoin des sous, des fonds de l'investisseur. La relation est plus équilibrée qu'il n'y paraît. Et dans les tout premiers tours de financement, ce qu'on a moins dans des stades où les entreprises sont matures, en cap dev ou autre, c'est important de choisir un investisseur qui comprend le métier et qui est capable, qui sera présent dans les boards. C'est quand même du capital de proximité. Ce capital innovation, et qui soit aussi capable d'accompagner les futurs tours. Si on sait déjà qu'il y aura plusieurs tours, c'est des gens qui mettent maintenant, ils sont capables de réabonder dans les tours d'après, et ce qui va faciliter et structurer aussi les tours suivants. Et c'est pour ça que c'est aussi important de savoir vers quel interlocuteur, vers quelle typologie de financement, de financeur je me tourne et à quel moment. Voilà, tout dépend du projet.
Un mot de la fin, plein de mots de fin, mais un mot déjà, enfin un terme, on a parlé de stratégie de financement. Voilà, il faut que chaque entrepreneur ait en tête la stratégie de financement. Quels sont mes besoins, quelles sont mes ambitions, comment je structure et comment j'arrive jusqu'à ces besoins et ces financements. C'est nécessaire, stratégie de financement. La stratégie de financement, elle se pense depuis le début. Il faut absolument définir ses besoins, réactualiser à mesure que se développe le projet, qu'on a des certitudes sur les métriques, qu'on est capable de modéliser, de pouvoir anticiper et de toujours conserver cet équilibre entre les ressources financières, le capital, la dette bancaire, les ressources publiques, notamment de BPI, mais pas que. C'est cet équilibre qui est essentiel et c'est un pilotage long. Et je le rappelle depuis le début, un CFO dans l'entreprise, s'il n'est pas porté par un des fondateurs, même part-time, c'est fondamental, ainsi que l'avocat dès le départ.